Ce livre, franchement, il m'a laissé un goût de cendre dans la bouche. Ah oui? Mhm. Oui, une lucidité tellement froide, mais tellement, qu'elle en devient terrifiante en fait. On parle d'extension du domaine de la lutte, de Michel Houellebecq. Et ce n'est pas juste un roman, c'est une plongée dans la solitude moderne, dans cette logique économique qui a fini par contaminer nos désirs les plus intimes. C'est une œuvre chirurgicale, vraiment. On suit un informaticien, la trentaine, anonyme quoi. Mhm. Mais le plus important, c'est son regard. C'est un homme qui observe l'humanité comme un entomologiste regarde une colonie de fourmis, C'est exactement ça. sans émotion. Juste avec une précision glaçante. Et on ne perd pas de temps, hein. Dès les premières pages, on est plongé dans sa tête, dans sa vision du monde, dans son cynisme absolu. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Ce type, il comprend parfaitement les mécanismes de la misère affective qui l'entoure. Mais cette lucidité, c'est sa propre prison. Il ne cherche même pas à en sortir. Non, Jandon. Au contraire, il va tenter de transformer un collègue en meurtrier. C'est fou quand on y pense, non? Ce n'est donc pas juste l'histoire d'un dépressif, c'est le récit de la naissance d'une idée monstrueuse Voilà. et du moment où cette idée va être mise à l'épreuve dans le monde réel avec un simple couteau de cuisine. Alors, pour bien saisir la mécanique infernale du livre, il faut d'abord comprendre sa grande théorie. La théorie du narrateur. Ah oui, C'est un peu le logiciel qui fait tourner toute sa vision du monde. et quelle théorie? Pour lui, le libéralisme économique a gagné. C'est bon, la compétition, la loi du marché, c'est partout. D'accord. Mais il dit que la bataille ne s'est pas arrêtée là. Non, elle s'est étendue à un nouveau domaine. Le dernier, celui qui semblait intime, privé, hétéo. La sexualité. Exactement. Il postule l'existence d'un marché sexuel. Et ce marché, il fonctionne avec les mêmes règles impitoyables que le marché économique. C'est-à-dire? Il y a des gagnants, des riches, les beaux, les charismatiques, ceux qui ont du succès. Et eux, ils accumulent le capital érotique. Et puis, il y a les perdants. Les pauvres. Voilà, les exclus du jeu. Et pour eux, c'est pas juste une déception. Ils appellent ça une paupérisation absolue. Une misère affective totale. Ce qui est fou, c'est de se dire que ce livre, il date d'avant l'explosion des applis de rencontres. Ah oui, complètement. On a l'impression qu'il a anticipé de 30 ans la gamification de la séduction. Le swipe à droite ou à gauche, c'est littéralement la logique du supermarché appliquée aux relations humaines. On évalue des produits en une fraction de seconde. C'est totalement prémonitoire. Il décrit un système où l'apparence, la performance deviennent les seules valeurs d'échange. Et le narrateur, il observe tout ça avec une froideur clinique presque scientifique. Il ne juge pas. Non, il constate. Pour lui, c'est un système. Et il en analyse les rouages, c'est tout. Mais justement, parlons-en. Cette théorie, elle ne sort pas de nulle part. Qui est cet homme pour voir le monde comme ça? Ce n'est pas juste un sociologue amateur. Non, loin de là. C'est la clé pour tout comprendre. Le narrateur est lui-même une victime de ce système qu'il décrit. C'est un homme profondément dépressif, anesthésié. Il décrit sa propre vie comme une succession de tâches vides de sens dans une boîte d'informatique absurde. Il ne ressent plus rien, ni plaisir, ni douleur. Il est comme mort de l'intérieur. Donc on a un type qui souffre d'un mal-être immense. Et là, ça pose une question essentielle, je trouve. Est-ce que sa théorie, c'est une analyse géniale et lucide du monde? Ouais. Ou est-ce que c'est simplement la justification intellectuelle d'un homme très malheureux, peut-être même misogyne, qui rationalise ses propres échecs? C'est toute l'ambiguïté, la force du roman. On ne peut jamais vraiment trancher. Sa description du libéralisme sexuel a une cohérence terrifiante. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on sent bien que cette vision du monde est aussi le symptôme de sa propre pathologie, de son incapacité à créer du lien. La théorie est à la fois une grille de lecture du monde et le mur de sa propre prison. Il est piégé par sa propre intelligence. Et cette théorie, qui aurait pu rester une simple rumination amère dans son coin, va soudain trouver un terrain d'expérimentation. Exactement. Un événement va lui fournir un cas d'étude presque trop parfait, une véritable incarnation de ses idées. Oui, sa boîte l'envoie en mission de formation en Provence. Et il n'est pas seul. On lui adjoint un collègue, Raphaël Tisserand. Et là, c'est le choc. Tisserand, c'est comme si la théorie du narrateur avait pris chair et os. C'est ça. C'est l'incarnation vivante du pauvre absolu sur le marché sexuel. Le livre le décrit sans aucune pitié. 28 ans, vierge, et, je cite,
très laid, avec un faciès de crapaud-buffle. La violence de la description c'est une marque de fabrique. Houellebecq ne cherche jamais à adoucir les angles. Il force à regarder la laideur en face, qu'elle soit physique ou morale. C'est très cru. C'est cru, c'est direct, et c'est ce qui met si mal à l'aise. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment, Tisserand devient pour lui moins un collègue qu'une sorte de rat de laboratoire. On peut le dire comme ça, hein. C'est exactement ça. La dynamique qui s'installe est glaciale. Le narrateur ne se comporte ni en ami, ni même en collègue bienveillant. Non. Il devient un scientifique qui vient de trouver son sujet d'étude parfait. Il va observer les tentatives désespérées et pathétiques de Tisserand pour séduire une femme avec une fascination quasi morbide. Il ne l'aide pas, il prend des notes mentales. Et ce voyage d'affaires se transforme en une sorte d'expérience de terrain. Et chaque étape est une catastrophe. Ah oui, Chaque interaction de Tisserand avec une femme est un échec cuisant, humiliant. Il essaye dans un bar, dans la rue. À chaque fois, c'est un mur. et chaque rejet vient valider point par point la théorie du narrateur. Le système est implacable. Tisserand lui-même finit par le verbaliser avec une phrase terrible. Il dit se sentir comme un produit sous cellophane dans un supermarché. Un produit que personne ne veut. Voilà, que personne ne veut jamais acheter. L'aliénation est totale. Il a complètement intégré sa propre non-valeur. Et c'est à ce moment-là que le rôle du narrateur se transforme, je trouve. Il n'est plus seulement l'observateur passif. Non, il passe à l'action. Il sent qu'il tient quelque chose. Il commence à pousser Tisserand, à le manipuler, mais de façon très subtile. Il le pousse à bout, en fait. Il l'encourage à tenter sa chance dans des situations où l'échec est quasiment garanti. On sent qu'il ne cherche plus seulement à vérifier sa théorie. Il veut la pousser jusqu'au bout. Oui, jusqu'à sa conclusion logique la plus extrême. Il se pose une question fondamentale. Que se passe-t-il quand un individu est totalement et définitivement exclu du système ? Oui, Quand il a été humilié jusqu'à la dernière parcelle de son être, quel est l'acte final pour celui qui a tout perdu ? il ne veut pas juste l'imaginer, il veut le voir, en direct. C'est ça. Et l'apogée de cette tension, le point de rupture, ça arrive la veille de Noël. Un soir de solitude et de fête forcée. Le narrateur emmène Tisserand dans une boîte de nuit. L'arène ultime, quoi. L'endroit où la lutte pour la séduction est à son paroxysme. Et c'est une scène d'une cruauté incroyable. Tisserand, dans un dernier sursaut d'espoir, ou de désespoir, on ne sait plus trop, Oui. tente sa chance avec une jeune femme. Il l'invite à danser. Et là, l'humiliation est publique, totale. Elle ne lui répond même pas. Elle l'ignore complètement pour se lever et aller danser avec un autre homme. Plus beau, plus sûr de lui. C'est le coup de grâce. On le sent se briser en direct. Toute sa vie de rejet et de frustration se cristallise dans ce moment précis. N'importe qui d'autre aurait, tenté de le consoler. Une tape sur l'épaule, un laisse tomber, elle n'en vaut pas la peine. Le minimum syndical. Ouais, mais pas le narrateur. Lui, il voit une opportunité. C'est le moment qu'il l'attendait. C'est là que tout bascule. Il ne lui offre pas son épaule, il ne lui offre pas de réconfort. Il lui propose une solution. Une solution radicale. Une vengeance. Mais pas une vengeance personnelle contre cette fille. Non. Une vengeance contre le système tout entier. Il lui tend un couteau de cuisine. Un couteau qu'il avait acheté plus tôt dans l'après-midi, comme par prémonition. C'est fou. Et il ne lui dit pas « tu l'as ». Il lui dit quelque chose de bien plus pervers. En substance, il lui dit « Le monde t'a refusé le bonheur, le plaisir, l'amour. Alors prends-le par la force. Fais-leur payer. Deviens le bras armé de la justice des exclus. » Il transforme un acte de violence pure en un acte politique. Ils sortent de la boîte, ils suivent le couple qui vient de se former, la jeune fille et son danseur. Ils les suivent en voiture. Jusqu'à une plage. Une plage isolée, dans le noir complet. Le narrateur arrête la voiture. Il donne le couteau à Tisserand. C'est l'heure de vérité. Toute la théorie, toute la frustration, tout le nihilisme des derniers mois, tout se résume à cet instant. Oui. Tisserand est-il juste un homme pathétique ou peut-il vraiment devenir l'ange exterminateur de la théorie de son collègue Tisserand ? Le narrateur, lui, il reste dans la voiture. Il attend. Tel un metteur en scène ou un marionnettiste qui a lâché son pantin sur la scène finale. Et la vraie question qui nous hante à ce moment-là, ce n'est pas seulement de savoir si Tisserand va commettre l'irréparable. C'est de savoir ce qui va se passer dans la tête du narrateur. Cet homme qui a tout orchestré, une fois que sa terrible vision du monde aura été confrontée à la réalité du sang, de la violence et de la mort. Que reste-t-il quand votre pire théorie prend vie sous vos yeux ?
Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.